du particulier. Et nous allons commencer par la visite technique. La visite technique, elle consiste à relever des informations utiles pour le projet d'installation de panneaux solaires photovoltaïques. Elle permet d'adapter le système photovoltaïque aux besoins de l'utilisateur. Elle permet de faire en sorte qu'il soit efficace, sûr et rentable pour le demandeur. Elle se fait bien entendu chez le client. Pour ça, vous pouvez créer votre propre outil avec un document Excel par exemple, ou sinon utiliser l'outil de notre partenaire qui est Solteo, qui est un outil qui vous permet de faire tout un tas de choses, notamment la visite technique, vous permet de pouvoir faire le calpinage, vous permet de pouvoir faire le devis derrière et s'occupe aussi des démarches administratives pour que vous puissiez être totalement tranquille, ou du moins d'avoir l'esprit tranquille ou concentré sur l'installation en elle-même. Je vous mettrai le lien qui vous permettrait d'y aller. Donc, les étapes pour la réalisation d'une installation solaire sont la visite technique, l'étude du projet, l'établissement du devis, les démarches administratives et l'installation et la mise en marche du système PV. Quels sont les objectifs d'une visite technique? Concrètement, elle permet de déterminer le matériel adapté à l'habitat et aux besoins du client. D'accord? Ça vous permet de savoir quel type d'onduleur vous allez utiliser, quel type de panneau vous allez mettre. De noter tous les points importants pour le bon déroulé du chantier. Ça vous permet d'anticiper tous les risques que vous allez avoir quand vous allez venir faire l'installation de l'installation PV. Elle permet d'évaluer les dangers qui peuvent survenir sur le chantier et de déterminer la sécurité adéquate, savoir si vous faites un échafaudage ou pas de telle hauteur ou autre. De relever tous les détails nécessaires au dimensionnement et au devis, d'aider le client potentiel dans ses choix, parce que c'est lui qui va dire oui ou non par rapport à tel ou tel matériel quand vous lui aurez expliqué. D'accord? De récolter des informations pour la réalisation des démarches administratives, donc pour la DP au niveau de la mairie, Enedis, le consuel, etc. D'estimer le montant des économies réalisables. Cette étape ne doit donc pas être négligée tout en étant rapide et efficace. Il ne faut pas passer 8 heures à faire une visite technique, mais il ne faut pas passer aussi 10 minutes à la faire. Le chargé de la visite technique doit se munir des outillages nécessaires pour déterminer l'orientation des modules, faire l'étude des masques, etc., etc. Lors de la visite technique, le technicien en charge de celle-ci, il va devoir disposer de plusieurs outils, notamment d'une boussole pour permettre de trouver l'orientation. Après, bon, la boussole, parfois il suffit juste de demander au client, il va vous dire clairement le sud il est par là, le nord il est par là, etc. Sachant que les panneaux solaires, on les oriente toujours vers le sud. Un clinomètre pour permettre de mesurer l'angle de la pente du bâtiment. Après, avec l'expérience et à vue d'œil, vous saurez à peu près. Le diagramme de la course du soleil, ça va être souvent utilisé lorsqu'il va y avoir surtout des masques, donc de l'ombrage, pour savoir quel sera l'impact. Parce qu'il y a des ombrages, malheureusement, vous ne pouvez pas les éviter. Un arbre, on peut couper une branche, ok, il n'y a pas de problème, en demandant l'autorisation au propriétaire. Et par contre, s'il y a un bâtiment, c'est plus compliqué. Donc pour le coup, il va falloir savoir quel serait l'impact pour voir est-ce que le projet va être viable ou pas. Mettre un ruban permet de mesurer la distance. Quand on dit le mètre ruban, c'est un mètre tout simple. Et un formulaire pour renseigner les informations du client et du site. Quand je parle de formulaire, c'est un document aussi simple que celui-ci. Sur ce document, vous allez mettre le nom, l'adresse, les coordonnées, la longitude, la latitude, du lieu d'installation, les coordonnées GPS aussi si vous pouvez, le type de système photovoltaïque à installer. Ici, c'est un document de Cali PV. Mais bien entendu, ce document, vous pouvez très bien le faire vous-même. Donc, ce document va vous permettre de mettre les éléments de la toiture, si c'est de l'ardoise, la tuile plate, la tuile canal, etc., les éléments de charpente, de mettre l'isolation à écran de sous-toiture, savoir s'il y a des combes, oui ou non, si elles sont ménagées ou pas, la ventilation, les gouttières. Vraiment, c'est un document qui vous permet de répertorier toutes les caractéristiques du bâtiment, de l'environnement, de l'orientation, de l'inclinaison, de l'installation PV. Donc, je vous laisserai lire ce document tranquillement et je vous mettrai le lien pour que vous puissiez l'obtenir aussi. Et aussi vous permettre aussi de donner des préconisations sur l'orientation, l'emplacement, l'inclinaison du système PV, faire un schéma ou autre. Ce sont des informations qui sont assez importantes, qui vous permettent derrière vraiment d'être
d'avoir du moins toutes les informations pour pouvoir faire un devis qui sera le plus optimal possible et ne pas revenir à chaque fois. Parce que si c'est un site qui se trouve à 10 minutes de votre entreprise, ça peut le faire, mais c'est un site qui se trouve à 1 heure, et ben, en mettant toutes ces informations, ça vous permettra derrière de pouvoir ne pas revenir surtout et de pouvoir faire un devis le plus adapté aux besoins, bien entendu. Il faut savoir que lors de la visite technique, vous avez l'obligation de demander au client les informations suivantes: le type de système qu'il veut, donc est-ce qu'il veut être autonome, en autoconsommation, quel type d'autoconsommation, expliquez-lui aussi, parce qu'il y a des clients qui se sont bien renseignés avant et d'autres qui ont absolument aucune information sur ce que c'est qu'un système en autoconsommation. Il va falloir leur expliquer. Il va falloir aussi demander les objectifs visés, donc pour justement connaître les raisons pour lesquelles ils souhaitent faire une installation PV. La marge de budget prévue, du moins ça, après, c'est sur le côté marketing, hein. Soit lui demander clairement quel est son budget, soit ne pas lui demander, lui proposer quelque chose. Mais ça va être propre à vous. Mais clairement, je vous conseille vraiment d'essayer d'obtenir un maximum d'informations pour vous permettre de pouvoir, d'un côté, vous protéger et de l'autre aussi, savoir qu'est-ce que vous allez installer, tout simplement. Et si vous avez un autre exemple de fiche technique, hein, qui peut exister, donc forcément, comme je vous ai dit, soit vous faites votre propre fiche technique, ou soit vous passez par notre partenaire qui est Solteo. Passons au dimensionnement solaire photovoltaïque. Là, nous allons voir le dimensionnement pour un site isolé ou un site autonome ou off-grid. Il faut savoir que le dimensionnement, c'est une étape indispensable pour pouvoir déterminer les caractéristiques des équipements solaires, donc les panneaux solaires qu'on va prendre, les batteries, leur capacité, le nombre, l'onduleur, le régulateur, etc. Et permet de répondre aux besoins énergétiques. Toutes les installations solaires, peu importe, que ce soit une installation en site autonome, en site isolé, en autoconsommation, hybride, etc., doit passer par le dimensionnement. S'il n'y a pas de dimensionnement, malheureusement, ça peut entraîner des problèmes au niveau du besoin énergétique. On ne va pas pouvoir y répondre. On ne va pas pouvoir aussi répondre aux besoins réels, surtout de l'habitation. Et au final, il va y avoir une détérioration prématurée des batteries, par exemple, ou de l'installation solaire en général. Donc le dimensionnement doit être fait en fonction du cahier des charges de l'initiateur du projet. Alors, en site isolé, il faut suivre ces étapes pour pouvoir faire un dimensionnement correct. La première étape qui va être l'estimation de la consommation énergétique de l'habitat. Connaître le besoin de cette maison. Ensuite, on va déterminer les radiations du site, déterminer la puissance du champ solaire, la capacité des batteries, le calibre du régulateur, la puissance du convertisseur ou onduleur, la section des câbles et les caractéristiques des équipements de protection. Pour l'estimation de la consommation de l'habitat, ce qu'on appelle le besoin énergétique, d'accord? On va utiliser cette formule qui est E est égal à P fois T. E, c'est la consommation énergétique d'un appareil en wattheure. P, qui est la puissance de l'appareil en question en watts. Et T, qui est le temps d'utilisation en heures. En faisant ce calcul, on va se retrouver avec un BJ qui correspond au besoin journalier, qui est la somme de toutes les énergies. Pour pouvoir déterminer la consommation de l'habitat, vous pouvez utiliser de l'habitat ou des appareils qu'il y a dans la maison. Vous pouvez utiliser plusieurs appareils. Il y a ce qu'on appelle le wattmètre. Donc, c'est un appareil qu'on va brancher sur une prise. Et sur cette prise, nous allons brancher un appareil qui va déterminer la consommation exacte de l'appareil à l'instant T. Donc, qui va vous permettre de pouvoir avoir des consommations assez précises. Vous pouvez utiliser les analyseurs d'énergie. Donc là, c'est des analyseurs que vous allez mettre au niveau du tableau électrique qui va vous permettre d'avoir la consommation énergétique de la maison tout entière à l'instant T. Avec le wattmètre, c'est de façon individuelle et là, c'est de façon collective au niveau de la maison. Ou sinon, tout simplement, aller récupérer les informations dans le compteur Linky. Mais là, comme on parle d'un site isolé, la problématique, c'est que parfois, dans les sites isolés, il n'y a pas de facture d'électricité. Il n'y a pas d'énergie concrètement dans la maison, hein, vu que c'est un site isolé. Et là, pour le coup, il va falloir aller récupérer les informations au dos des appareils pour pouvoir avoir
toutes les informations requises pour le dimensionnement. Après avoir déterminé le besoin énergétique, nous allons déterminer l'irradiation solaire. Donc savoir, selon l'endroit où se situe le projet, quelle est l'irradiation moyenne de ce lieu. Donc, quand je prends la France, aujourd'hui, l'irradiation varie entre 2,6 et 4,6 kWh par mètre carré par jour. D'accord. Pour avoir ces informations, vous pouvez aller sur PVSYST, qui est un logiciel qui permet justement de pouvoir faire le dimensionnement. Sinon, il y a RTE Screen, ou sinon sur le site en ligne PVGIS, qui vous permet d'avoir l'irradiation moyenne d'un lieu en y mettant les coordonnées de localisation, tout simplement. Maintenant, nous allons voir étape par étape les différentes formules que vous allez devoir utiliser. Et ensuite, on va faire un exemple pour justement vous permettre de comprendre comment se fait ce dimensionnement. Alors, pour déterminer la puissance du champ solaire, nous allons utiliser cette formule. PC, qui veut dire puissance crête, est égal à BJ, besoin journalier, fois PI, qui est la puissance de l'éclairement en conditions STC, la plupart du temps c'est 1, divisé par IR, qui est l'irradiation solaire du lieu, fois PR, qui est le ratio de performance, qui est compris entre 0,55 et 0,75. Ici, pour le ratio de performance, ça va dépendre de s'il y a un régulateur MPPT ou pas. Donc, selon s'il y a un MPPT ou pas, selon si les modules sont très peu ventilés ou très bien ventilés, nous allons choisir justement un ratio de performance qui va avec. Ensuite, nous allons déterminer la capacité des batteries. Pour la capacité des batteries, on utilise cette formule. BJ, qu'on reprend toujours, fois N, qui est le nombre de jours d'autonomie souhaité. Donc, il faut vous dire que si demain, il y a une éclipse, par exemple, pendant combien de jours j'aimerais que l'installation solaire fonctionne sans recharge solaire. Divisé par US, qui est la tension du système, on va voir après comment la déterminer, fois DDO. Si vous vous rappelez, DDO ou DOD, bon, en français et en anglais, qui est la profondeur de décharge. Donc, qui est compris pour 0,5 quand on utilise des batteries à plomb et 0,8 quand vous allez utiliser des batteries lithium. Pour revenir sur la tension du système, ça va dépendre de la puissance crête que vous allez retrouver juste avant. Si vous avez une puissance crête qui est comprise entre 0 et 500 watts, nous allons utiliser une tension du système de 12 volts. Si vous avez une tension qui est comprise entre 500 et 1500-2000 watts, nous allons utiliser une tension de système de 24 volts. Et quand on est sur une puissance crête au-delà des 2000 watts, nous allons utiliser une tension de système de 48 volts. Mais bien entendu, ça va dépendre de certaines choses. Donc, le plus compliqué ici, ça ne va pas être de faire l'application des formules, mais ça va être d'interpréter les résultats pour pouvoir chercher et trouver les meilleurs équipements. Maintenant, nous allons passer au calibre du régulateur. Pour trouver le calibre du régulateur, la formule, donc IR, qui est intensité du régulateur, et non IR qu'on a trouvé juste avant, qui est l'irradiation. Donc là, ça va être PC, la puissance crête que vous aurez trouvée, divisé par US, la tension du système, ou la tension des batteries, multiplié par 1,5, ce qui m'a donné un calibre de régulateur. Ensuite, nous allons déterminer la puissance du convertisseur en onduleur. Donc, la puissance ondulaire est égale à la somme des puissances de chaque appareil fois 1,5 ou fois 2. Tout va dépendre du choix que vous allez mettre. Ensuite, pour déterminer la section des câbles. Là, il va falloir déterminer la section des câbles entre chaque appareil. Donc, entre les panneaux solaires et le régulateur, entre le régulateur et les batteries, entre les batteries et l'onduleur. Et pour ça, on va utiliser cette formule. Mais la plupart du temps, on utilise un ABAC qui vous permet justement de déterminer une section de câble selon l'intensité et la distance du câble. Donc là, la formule, c'est, on va prendre ρ qui est la résistivité du câble. Donc si c'est un câble qui est en cuivre, en argent, etc., n'aura pas la même résistivité. Fois 2, fois L, qui est la longueur du câble, fois I, qui est le courant qui va le traverser, divisé par la chute de tension. Pour les chutes de tension, en général, entre la batterie et le régulateur, il est de 1%. Quand on est entre la batterie et l'onduleur 1%, entre le champ solaire et le régulateur 3%, entre le régulateur et les charges DC 5%, entre l'ondulateur et les charges 5%.
Ce sont des chutes de tension qui sont acceptables. Maintenant, pour déterminer les équipements de protection, là, on va se référer au guide UTE C712-1. Donc, ça va dépendre de pas mal de choses, hein, du courant, de la tension, etc., etc. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que les coffrets AC/DC, vous pouvez les acheter déjà pré-câblés, préfabriqués. Vous aurez juste à vérifier qu'ils correspondent bien à votre installation et faire le branchement tout simplement. Faisons un petit exercice. Alors, on a Monsieur Dupont qui vit à Perpignan, qui souhaite faire une installation solaire autonome. Il dépose des appareils suivants. Une ampoule de 15 watts qui fonctionne pendant 5 heures, qui va fonctionner pendant 5 heures du moins. Une télévision de 45 watts qui va fonctionner pendant 3 heures. Un chargeur de téléphone de 10 watts qui va fonctionner pendant 1 heure. Les appareils de Monsieur Dupont fonctionnent en 12 ou 24 volts. Parce que oui, il existe des appareils qui fonctionnent en 12 ou 24 volts. C'est un avantage parce qu'ils consomment beaucoup moins et ils fonctionnent en courant continu. Donc ces appareils-là, l'avantage qu'il va y avoir dans une installation PV, c'est qu'on n'aura pas besoin de mettre un moduleur ou un convertisseur. Donc maintenant, on va dimensionner l'installation solaire autonome de Monsieur Dupont. Nous allons faire ce petit tableau qui nous permet justement d'avoir un point de vue un peu différent et un point de vue un peu plus large. Donc, on a fait un tableau, on a mis les appareils, leur nombre, leur puissance unitaire, leur heure de fonctionnement, d'accord, pendant combien de temps on va les utiliser, et la consommation énergétique. Pour avoir la consommation énergétique, c'est simple, nous avons fait 1, qui est le nombre d'ampoules, fois 15, donc on retrouve 15, qu'on va multiplier par le nombre d'heures. On a trouvé 75 Wh. On a fait pareil pour la télé. Donc, il n'y a qu'une seule télé, donc on prend 45 fois 3, 135. Pour le chargeur, 10 fois 1 est égal à 10. S'il y avait eu 2 télés, on aurait fait 2 fois 45 fois 3 pour avoir l'énergie. Et là, en consommation journalière, M. Dupont, il va consommer 200 Wh par jour pour ces 3 appareils. Pour 5 heures pour les ampoules, 3 heures pour la télé, 1 heure pour le chargeur de téléphone. Donc, on va déterminer maintenant l'irradiation. Hein. Ici, vous avez un tableau qu'on a récupéré sur PV6. Et ici, vous allez prendre l'irradiation la plus défavorable. Donc, vous allez regarder l'irradiation globale, d'accord? Et vous allez regarder la plus défavorable. Et ici, on voit que c'est au mois de décembre qu'on a 1,51 kWh par mètre carré par jour. Donc, nous allons utiliser cette irradiation-là. Alors, on va appliquer la formule. Donc, on va bien entendu déterminer aussi le PR qu'on a choisi 0,65 parce que ces panneaux solaires seront bien ventilés. D'accord? Donc là, on utilise 220 Wh fois 1 qui est les conditions STC. Donc, comme j'ai dit, c'est toujours 1 qu'on va diviser par 1,51 qui est la radiation fois 0,65 qui est le ratio de performance. Et on tombe sur 224,14 watts crête. D'accord? Et là, on va décider d'utiliser 2 panneaux solaires qui font chacun 120 watts pour l'installation de Monsieur Dupont. Maintenant, déterminons la capacité de batterie. La capacité de batterie, ici, nous allons prendre une autonomie de 3 jours. Donc, on va se dire que si pendant 3 jours, il n'y a pas de soleil pour X raison ou la luminosité est très faible, la batterie va pouvoir alimenter ces appareils pendant 3 jours en respectant le nombre d'heures par jour. On va opter pour des batteries gélifiées, donc c'est des batteries à plomb. Et nous allons prendre du coup une décharge profonde de 50%. Comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à la tension du système, quand on est entre 0 et 500 watts crête, on va prendre 12 volts. Quand on est entre 500 et 2000, 24. Quand on est plus de 2000, 48. Ça, c'est basique. Mais bien entendu, vous pouvez très bien utiliser 24 volts pour une puissance crête comprise entre 0 et 500 watts crête. Donc, pour la puissance du champ solaire, comme elle est de 240 watts crête, nous allons prendre 12 volts de tension de système. Donc, on applique la formule. 220 qui est le besoin journalier, fois 3 qui est le nombre de jours, divisé par 12 qui est la tension du système, fois 0,5 qui est le taux de décharge. Et on trouve 110 ampères-heure. Donc là, pour le coup, nous allons prendre une batterie de 12 volts, 110 ampères-heure, voire 120 ou 150 ampères-heure. Pour déterminer le calibre du régulateur, pour le coup, nous allons prendre la puissance crête, donc 120 fois 2, ou 240, c'est la même chose, divisé par 12, qui est la tension du système, fois 1,25. Et là, il va falloir
un régulateur de 24 ampères. Et là, on a décidé de prendre un régulateur PWM. D'accord? Pas besoin de prendre un MPPT pour des petites puissances. Et le PWM, il est très bien adapté pour ce genre de petites puissances. Donc là, ici, pour l'installation de M. Dupont, nous avons un schéma de principe. Donc nous avons les deux modules de 120 watts qu'on a mis en parallèle pour justement obtenir ces 12 volts. N'oubliez pas que quand vous mettez un régulateur PWM, eh ben, la tension des panneaux solaires doit être la même que la tension des batteries. D'accord? Donc là, on est forcément obligé de les mettre en parallèle. Si on les met en série, on va avoir 24 volts, ce qui peut poser problème. Ensuite, le régulateur PWM de 12-24 volts en 25 ampères. Et pour finir, on a mis une batterie à 12 volts 110 ampères. Et là, si vous regardez bien, il n'y a pas d'enjôleur ni de convertisseur. Là, les appareils, comme ils fonctionnent en 12 ou 24, si vous n'avez pas oublié, sur le régulateur PWM, il y a une sortie de 12 volts pour alimenter les appareils 12 volts. Donc, on va brancher directement les appareils sur la sortie 12 volts, bien entendu en mettant tous les éléments de protection. Maintenant, prenons un deuxième exemple. Monsieur Claude, qui habite toujours à Perpignan. Là, pour le coup, Monsieur Claude, il a 4 ampoules de 15 watts qui vont fonctionner pendant 5 heures. Une télévision de 50 watts qui va fonctionner pendant 4 heures. Un ordinateur de 65 watts qui va fonctionner pendant 3 heures. Deux chargeurs de téléphone de 10 watts qui vont fonctionner pendant 1 heure. Et un micro-ondes de 500 watts qui va fonctionner pendant 30 minutes. On va faire le dimensionnement. Nous allons commencer par faire le tableau des consommations, qu'on appelle aussi le bilan des charges. Donc là, si vous regardez bien, les ampoules, il y en a 4. Chacune fait 15 watts. Et elles vont fonctionner pendant 5 heures. Donc 4 fois 15 fois 5, on a 300 watts. On fait la même chose pour la télévision, pour l'ordinateur, le chargeur de téléphone et le micro-ondes. Attention, le micro-ondes, comme il fonctionne pendant 30 minutes, et ben là, nous allons utiliser 0,5. Et là, on se retrouve avec 965, mais on va ajouter le rendement de modulaire qui est de 0,9. Donc, on va avoir un besoin journalier de 1072,22 Wh. Pour l'instant, on est OK. Maintenant, on va déterminer l'irradiation, toujours pareil, la plus défavorable, donc 1,51. Ici, nous allons poser la formule, donc les 1072,22 fois 1 divisé par 1,51 fois 0,65. Donc, on trouve 1092,43. Donc là, on a décidé d'utiliser des modules de la marque Jinko Solar de 275 watts crête. Donc, on va diviser les 1092,43 par 275, qui va nous donner 3,97, soit 4 modules que nous allons utiliser pour Monsieur Claude. Maintenant, nous allons déterminer la capacité des batteries. Alors ici, nous allons prendre 3 jours d'autonomie. D'accord? Nous allons opter pour des batteries AGM pour l'installation de Monsieur Claude. Nous allons prendre, du coup, 50% de décharge profonde. Comme nous sommes entre 500 et 2000 watts crête, nous allons utiliser une tension de système de 24 volts. Donc, on applique la formule. 1092,22 fois 3 divisé par 24 fois 0,5. On tombe sur 210,04 ampères-heure. Donc, pour le coup, vu qu'il nous faut une tension de système de 24 volts et les batteries à plomb sont en général de 12 volts, du moins les AGM ou les gélifiés, nous allons devoir prendre 2 batteries pour obtenir les 24 volts que nous allons mettre en série et nous allons prendre une batterie de 260 ampères-heure. Donc, on va être légèrement au-dessus des 210. Mais on va être au-dessus qu'en dessous, clairement. Maintenant, nous allons déterminer le calibre du régulateur. Donc là, on applique la formule, 1092 divisé par 24 fois 1,25 et on tombe sur 57,29 ampères. Maintenant, nous allons déterminer la puissance du convertisseur ou de l'onduleur. C'est la même chose. Donc ici, pareil, on va faire notre petit tableau de bilan des puissances, sauf que là, nous allons enlever les heures. Et nous allons prendre directement les puissances totales. Donc 4 fois 15, on a 60 watts. 1 fois 50, 50, 1 fois 65, 65, 2 fois 10, 20, et 1 fois 500, 500. On est à 695 watts de puissance totale. Que nous allons ajouter un coefficient de sécurité de 1,5. Il y en a, ils vont choisir 2. Donc, ça va dépendre de ce que vous souhaitez. Et là, on tombe à 1042,5 watts. Mais là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre un convertisseur qui a une puissance de 1500 watts pour être tranquille et avoir un coefficient de sécurité suffisamment grand pour pouvoir ne pas avoir de problème derrière. Ça ne sert à rien de trop surdimensionner en prenant un convertisseur de 3000 watts. Ça sert strictement à rien. Et ici, pour finir, nous allons faire le schéma d'implantation.
le schéma de montage. Donc, nous avons les 4 panneaux solaires de 275 watts. Donc, étant donné qu'il nous faut 24 volts, chaque panneau solaire, ici, on va faire 2 chaînes. Donc, nous allons faire une première chaîne en mettant 2 panneaux solaires en série, une deuxième chaîne en mettant 2 panneaux solaires en série, ce qui va nous permettre d'avoir 2 chaînes que nous allons brancher sur le MPPT. D'accord? Ensuite, nous allons prendre 2 panneaux solaires que nous allons mettre en série. Donc là, on n'a pas le choix parce qu'on va avoir 24 volts. Donc là, on aura 24, en bas, on aura 24. Mais comme on prend un MPPT, on peut très bien avoir une tension bien au-dessus des 24 en ayant, je sais pas moi, 120 volts au niveau des panneaux solaires. Au niveau des batteries, on peut avoir 24 volts. Ça pose aucun problème au MPPT. Donc là, nous allons avoir nos 2 batteries qui vont être mises en série pour avoir les 24 volts. Et nous allons voir le convertisseur de 24 volts, lui aussi, qui va être branché sur les batteries. On ne branche jamais un convertisseur au niveau de la sortie du régulateur. On le branche toujours sur les batteries. Et là, nous aurons l'installation de M. Claude qui va lui permettre d'avoir ces 3 jours d'autonomie avec le nombre d'heures à respecter par jour. Nous avons parlé du dimensionnement en site isolé. Maintenant, parlons du dimensionnement en site en autoconsommation. Donc, ce sont les mêmes définitions, hein, que ce soit en site isolé ou en site en autoconsommation. Nous devons de faire un dimensionnement pour permettre de trouver le meilleur système par rapport aux besoins. En site en autoconsommation, voici les étapes. Donc, la première étape, c'est va être d'estimer la consommation énergétique annuelle du client. Deuxième étape, qui va être de calculer la puissance du champ PV. La troisième étape qui va être de calculer le nombre de panneaux solaires. Étape 4, calculer la production annuelle. 5, déterminer la puissance de l'onduleur. Et 6, évaluer le coût de l'installation pour permettre de voir le retour sur investissement. Pour estimer la consommation énergétique d'un client, c'est simple, on peut se référer à la dernière facture d'électricité où il y a toutes les informations bien précises, surtout aujourd'hui avec les compteurs Linky qui sont assez précis et qui nous permettent de savoir qu'est-ce que la personne a consommé en une année, en une journée ou quelques heures. Ensuite, ou sinon, on va lister tous les appareils électroménagers de la maison, leur puissance en watts, estimer la durée d'utilisation journalière, puis calculer la consommation d'énergie pour chaque appareil. Ensuite, on va additionner la consommation de tous les appareils pour obtenir une consommation quotidienne, la multiplier par 365 pour avoir une consommation annuelle. C'est la deuxième méthode. Il est important de séparer les consommations diurnes, ça veut dire la journée, et les consommations nocturnes. Cela permet de dimensionner les batteries de stockage si vous souhaitez imposer des batteries. Pour calculer la puissance du champ solaire, ça c'est pour l'étape 2, on dit que la puissance du champ solaire pour l'autoconsommation se détermine soit à partir de la surface disponible, soit à partir de la consommation annuelle. D'accord? Donc, moi, je vous conseille de voir un peu les deux parce que parfois, avec juste la consommation annuelle, vous allez dire qu'il va falloir mettre une installation de telle puissance, mais malheureusement, la surface disponible ne permet pas d'installer le nombre de panneaux solaires requis pour la puissance voulue. Alors, pour une installation en système PV, il est nécessaire de nécessiter d'une surface adéquate. Il faut savoir que pour une installation solaire en panneau solaire polycristallin de 1 kg, il faut à peu près 8 mètres carrés. Et pour des panneaux solaires en monocristallin, 1 kg, il faut à peu près 7 mètres carrés. Donc, c'est des choses à savoir. Donc, il faudra connaître la dimension de la toiture, bien évidemment, pour nous permettre de déterminer la surface totale qui peuvent accueillir les panneaux solaires ou les modules PV. La formule, elle est là. Puissance crête est égale à la surface de la toiture en mètres carrés, divisé par la surface d'un panneau solaire en mètres carrés, multiplié par la puissance d'un panneau solaire. Ce qui nous permet de pouvoir déterminer la puissance crête. Sinon, vous pouvez utiliser l'autre formule qui est la consommation annuelle en kilowattheure divisée par euh, la production annuelle en kilowattheure par an. Mais pour ça, il faut connaître la production, ou du moins le productible du site. L'étape 3, qui va être de déterminer le nombre de modules PV qu'il va y avoir par rapport à la puissance. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de kits qui vont se déterminer par rapport à une puissance. C'est-à-dire que si vous voulez une installation solaire de 3 kg, eh ben, c'est des kits où vous allez avoir, par exemple, 6 panneaux solaires de 500 watts crête chacun. Ça vous fait 3 kg.
Donc ici, il y a une formule aussi qui permet de le faire. Donc le nombre de modules PV est égal à la puissance totale du champ divisé par la puissance unitaire d'un module PV, ce qui nous permet d'avoir le nombre de modules PV par rapport à la puissance du champ solaire. On dit aussi qu'en fonction de la surface disponible, la taille de la toiture peut parfois limiter le nombre de panneaux solaires installés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc la configuration du toit joue un grand rôle. Parce que vous pouvez avoir des toits qui peuvent être en deux pans, des toits qui peuvent être une partie qui va être un peu plus surélevée que l'autre, des toits, il va y avoir une cheminée en plein milieu ou un Velux, etc. Donc, il y a tout ça à prendre en compte, ce qui nous permet justement de pouvoir retirer ces surfaces non exploitables de la surface totale utilisable. Donc, il faut prendre en compte la taille de la toiture, d'accord? L'orientation et l'inclinaison. Donc, est-ce que c'est plein sud, plein est, plein ouest, plein nord? Bien entendu, on évite de mettre des panneaux solaires dirigés vers le nord. On identifie les obstacles, donc fenêtres, Velux, cheminées, etc. Voir aussi si la toiture, il y en a une qui est plus surélevée par rapport à l'autre, etc., etc. On vérifie tout ça. On maximise le nombre de panneaux solaires ayant une orientation sud, est ou ouest. On évite l'orientation nord qui réduit fortement la production d'électricité. L'étape 4 qui va être de calculer le productible annuel. Donc le productible, il faut savoir que c'est une potentialité de production d'énergie. Donc ça peut être plus comme ça peut être moins selon les saisons, selon si vous avez une année où il y a eu beaucoup de pollution ou pas, s'il y a eu beaucoup de nuages, etc. Tous ces éléments jouent justement sur le productible. Pour évaluer cet ensoleillement, vous pouvez consulter les données historiques au niveau des organismes météorologiques ou sinon utiliser des outils en ligne qui vous permettent justement d'estimer le productible en fonction de l'emplacement géographique. Exemple, en région PACA, pour environ 2800 heures d'ensoleillement par an, une installation PV de 1 kg va produire 1000 kWh par an. C'est improductible. Par contre, en Normandie, avec 1500 heures d'ensoleillement par an, une installation PV de 1 kg va produire à peu près 800 kWh par an. Pour calculer le productible, voici la formule. On dit que le productible annuel en kWh par an est égal à la PC, qui est en kilowatts crête, fois IR, qui est les radiations en kWh par mètre carré par an, fois FC, qui est le facteur de correction, qui prend en compte l'inclinaison et l'orientation, fois le performance ratio, le ratio performance. Donc, si on regarde ce que ça fait le productible est égal à la puissance crête, fois l'irradiation, fois le facteur de correction, fois le performance ratio. Le facteur de correction, il est en fonction de l'inclinaison et de l'orientation des modules PV, bien entendu. Il va être de 1 qui va être un facteur de correction optimum quand les panneaux solaires vont être orientés plein sud à 30 degrés. Pour le performance ratio, qui est PR, on va prendre en compte toutes les pertes du système. Il faut savoir qu'il va être entre 0,70 et 0,80 quand on est sur une installation surbâtie et quand les panneaux solaires sont ventilés. S'il y a plusieurs orientations, si vous avez une orientation est et sud par exemple, on va calculer la production annuelle de chaque champ PV et on va additionner tous les productibles ensemble pour avoir le productible annuel. La cinquième étape qui va être de déterminer la puissance de l'onduleur. L'onduleur, c'est lui qui va transformer le courant continu en courant alternatif et pour que ce courant soit utilisable par le réseau, d'accord, ou pour les charges. Pour dimensionner correctement un onduleur, on doit tenir compte de plusieurs choses. La puissance totale du champ PV, la capacité à supporter des pics de consommation et la tension et l'intensité électrique, bien entendu. Mais en général, la puissance de l'onduleur doit être comprise entre 80 et 120%, d'accord, de la puissance totale du champ PV. Ça veut dire que si vous avez un champ PV de 3 kg, dans la majorité des cas, nous allons sous-dimensionner plutôt que de surdimensionner. D'accord? Et là, on va prendre un onduleur de 2400 watts. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que la plupart des fabricants ou des revendeurs vous proposent des kits déjà dimensionnés par rapport à la puissance. Donc, on va plutôt utiliser un kit par rapport à la puissance souhaitée. Si on veut un 3 kg, 6 kg, 9 kg, etc., le kit il va être prédimensionné. Donc, vous n'aurez plus qu'à vérifier si il est, comment dirais-je, s'il correspond bien aux besoins de la maison.
Et l'étape 6, bien entendu, nous allons évaluer le coût de l'installation. D'accord? Parce que le coût financier, c'est clairement un critère important pour le client. Et c'est la plupart du temps le coût qui va aussi déterminer la puissance de l'installation PV. Vous pouvez très bien dire que le client peut avoir une installation de 6 kg parce qu'il a une toiture qui peut accueillir les 6 kg sans problème. Et malheureusement, financièrement parlant, il ne pourra que prendre une installation de 3 kg ou parfois des clients qui vont avoir des toitures énormes qui peuvent monter jusqu'à 12 kilos. Pareil, financièrement, ils peuvent être une installation que de 6 kilos. En termes de tarifs, pour un 3 kilos, bien entendu, manœuvre comprise quand on est une entreprise, il est compris entre 5 000 et 10 000 euros. Pour un 6 kilos, entre 12 et 15 000 euros. Pour un 9 kilos, entre 18 et 23 000 euros. Il faut savoir que la variation de prix va dépendre du matériel choisi, comme les panneaux solaires, les onduleurs, les batteries, s'il y a, le support de montage, etc. Et là, c'est vraiment des grosses fourchettes que je vous donne. Vous pouvez très bien avoir des installations solaires en 3 kilos à 3 900 euros. Il y a des entreprises qui peuvent très bien le proposer et d'autres qui vont proposer des installations solaires de 3 kilos à 9 000 euros. Bien entendu, ça va dépendre aussi de ce qu'il va y avoir. Faites attention quand vous faites votre devis parce que le client va forcément se renseigner. Et si vous abusez un petit peu sur la marge ou sur le prix, eh ben, derrière, il va plutôt vous dire que vous êtes allez, une entreprise qui veut l'arnaquer plutôt qu'une entreprise sérieuse qui se propose un prix qui est, on va dire, sur le marché. Maintenant, nous allons faire un petit exercice pour l'autoconsommation. Donc, il y a un client qui désire faire une installation PV photovoltaïque sur sa maison. Voici les informations disponibles. La localisation, c'est en Alsace. Les consommations annuelles, c'est de 6000 kWh par an. La toiture disponible est de 40 mètres carrés. La puissance des panneaux est de 300 watts. Donc, en Alsace, un panneau solaire, enfin, une installation d'un kilo, pardon, produit environ 1000 kWh par an. Donc, on va calculer la puissance crête nécessaire en kilowatts crête pour pouvoir couvrir la consommation annuelle. On va déterminer le nombre de panneaux requis pour atteindre cette puissance, vérifier si la surface disponible est suffisante pour installer le nombre de panneaux solaires calculés et déterminer la puissance de l'onduleur. Pour calculer la puissance crête nécessaire, donc on va utiliser la deuxième formule. Consommation annuelle divisée par la production annuelle. On a les 6000 kWh par an divisé par les 1000 kWh par an, ce qui nous donne 6 kW crête. 2. Déterminer le nombre de panneaux. On va prendre la puissance crête divisée par la puissance du module, donc unitaire. Donc, on va prendre les 6 kg qu'on va diviser par 0,3, qui est les 300 watts crête de chaque panneau. Donc là, il va falloir 20 panneaux solaires pour couvrir la consommation annuelle. Maintenant, on va vérifier si la surface disponible permet d'installer ces 20 panneaux solaires. Donc là, la surface de chaque panneau solaire est à peu près de 2 mètres carrés sur cet exemple-là. Euh, donc, on va prendre la surface nécessaire. Pour avoir la surface nécessaire, on va prendre le nombre de panneaux fois la surface unitaire d'un panneau. Donc, on a 20 panneaux solaires fois 2 est égal à 40 mètres carrés. La surface nécessaire est de 40 mètres carrés, qui correspond exactement à la surface disponible sur le toit. Mais attention, lorsqu'on fait un calpinage, il faut respecter justement certaines dimensions sur la toiture, dans le sens où les panneaux solaires, vous n'allez pas les mettre en bout de toiture, ni en bout de toiture en bas ou en bout de toiture là-haut. Il faut laisser un espace entre pour permettre justement un meilleur écoulement de l'eau, surtout, et pour éviter que lorsqu'il va pleuvoir sur les panneaux solaires, l'eau passe au-dessus des gouttières. Donc on va laisser en général, en moins on va dire en 30 cm, ce qui permet justement d'avoir cet écoulement de l'eau jusqu'aux gouttières. Donc attention. Donc là, peut-être les 40 mètres carrés vont être un peu justes. Ils vont vraiment être un petit peu justes parce que pareil, sur les côtés, les panneaux solaires, on ne met pas à ras de la toiture. On laisse une certaine surface. OK? Il y a ça à prendre et ça à vraiment vérifier et à faire attention à ça. 4, on va déterminer la puissance de l'onduleur. Donc là, on va prendre la puissance du champ solaire fois 0,8. Donc 6 fois 0,8, ça nous donne 4800 kW. Enfin 4,8 kW, pardon. Donc nous allons prendre un onduleur de 4,8 kW. Et là, on le sous-dimensionne encore. Alors nous allons débuter un nouveau module qui va être sur le label RGE. Et ensuite, nous allons parler de la Kali PV 36 ou 500. Le label RGE, c'est une certification octroyée aux artisans et entreprises du bâtiment qui respectent des critères stricts de compétences et de qualité.
dans le domaine des travaux de rénovation énergétique et d'énergie renouvelable. Il s'agit bien d'un label qui est propre à l'entreprise. Les artisans qualifiés RGE doivent suivre une formation spécifique basée sur le référentiel de qualification et répondre à des audits réguliers pour maintenir leur qualification. Donc même si vous obtenez le label RGE, vous aurez des audits qui vous permettent justement de pouvoir maintenir ce label et de le garantir. Alors, le label RGE, qui veut dire reconnu garant de l'environnement, c'est un label qui a été mis en place en 2011 pour permettre aux particuliers désireux d'effectuer des travaux d'économie d'énergie CGE de faire appel à des professionnels compétents et qualifiés. Donc, quand vous avez la qualification RGE, c'est que que vous avez des compétences et vous êtes qualifié dans le domaine dans lequel vous vous lancez. Il a été créé pour certifier et qualifier les professionnels du bâtiment, hein, on le dit clairement. Cette certification va renforcer les intérêts pour le respect de l'environnement et du développement durable. Lorsque les installateurs obtiennent le label RGE, ils garantissent de travailler dans les meilleures conditions possibles et le plus respectueux de l'environnement. Donc vous avez aussi une responsabilité à avoir vis-à-vis de ce label qui vous permet justement de faire savoir aux clients que vous respectez des normes strictes, notamment autour des énergies renouvelables ou de l'environnement. Là, il dit que le label RGE est donc indispensable pour les professionnels et les entreprises engagés dans la rénovation énergétique ou l'installation d'équipements utilisant des énergies renouvelables. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients du label RGE? En termes d'avantages, devenir RGE vous permet de répondre à une demande croissante des particuliers pour l'installation de systèmes solaires photovoltaïques. Là, du moins, quand on parle du photovoltaïque. Ce label est un gage de qualité qui permet aux particuliers de s'assurer que l'entreprise est suffisamment compétente et professionnelle pour réaliser les travaux d'installation solaire photovoltaïque. Avec un accès aux aides publiques, avec la qualification RGE, il est possible aux particuliers de bénéficier des aides de rénovation énergétique. Donc, si vous n'êtes pas RGE, vous ne pouvez pas faire bénéficier aux clients des aides de l'État, peu importe le secteur d'activité. Et en termes d'inconvénients, le RGE est coûteux et contraignant pour les entreprises. Coûteux, oui, contraignant, oui, dans la mesure où vous n'êtes pas préparé avant, bien évidemment. Il faut savoir qu'il existe différents organismes reconnus qui délivrent le label RGE en fonction de votre secteur d'activité. Donc, il y a le CAPEB, le FFB, le Calibat, Qualité-Ner, Qualité-Lec, le CECAMI, le Certibat. Et nous, en énergie solaire photovoltaïque, on va être dans le Qualité-Ner. Et dans les Qualité-Ner, il y a des sous-catégories comme le Calisol, Cali-PV, Cali-Bois, Cali-Packing. On va se concentrer sur le Cali-PV. Alors, pour devenir un professionnel labellisé RGE, il y a plusieurs étapes. La première étape, ça va être de choisir un signe de qualité RGE auprès d'organismes de qualification selon votre secteur d'activité. Donc nous, en photovoltaïque, on va se diriger vers Qualité-Ner. D'accord? Il dit que l'entreprise doit obligatoirement exercer dans le domaine correspondant à la qualification qu'il souhaite obtenir. C'est logique. Si demain vous voulez vous lancer dans le photovoltaïque, il faut que vous ayez les compétences dans ce domaine. La deuxième étape qui va être la formation des collaborateurs. Il va vous falloir prouver que vous ayez un minimum d'expérience dans le secteur d'activité, ou du moins les formations qui vous permettent de pouvoir vous donner droit à obtenir le label RGE. Donc, si vous venez de vous lancer dans le secteur d'activité et que vous n'ayez pas fait de formation, que vous n'ayez aucune expérience dans le secteur de l'énergie solaire photovoltaïque, ça sera difficile pour vous de l'obtenir à moins que vous justifiez de formation ou d'expérience par vos collaborateurs. Au moins un référent technique qui vous permettra de pouvoir demander cette aide. Ils pourront vous donner le label RGE qui sera provisoire et à la suite d'un audit, eh ben, ils vous donneront un RGE définitif. L'étape 3 va être de faire votre demande. Donc, faire votre demande de qualification RGE. On dit que l'entreprise doit soumettre un dossier de demande de qualification avec des documents requis, immatriculation, URSSAF, attestation de l'assurance, etc., etc. Pour prouver qu'il répond aux différents critères généraux de technique établis par les qualiténaires, mais aussi juridiques et financiers. Honnêtement, si vous avez fait une formation ou si vos collaborateurs ont fait une formation, vous avez une expérience dans le secteur d'activité dans lequel vous vous lancez, le plus compliqué sera d'obtenir l'assurance décennale. Honnêtement, c'est vraiment le plus compliqué. Une fois que vous avez votre assurance décennale, vous pouvez prouver d'une formation que vous avez fait, vous ou vos collaborateurs. Vous avez une expérience que vous pouvez prouver.
demandez le RGE, la plupart du temps, elle est acceptée, à moins que vous ayez quelques soucis au niveau de vos documents administratifs. Et ensuite, ça va être la quatrième étape de maintenir cette qualification. Il faut savoir qu'elle est valable pendant 4 ans et euh, avec un certificat de validité renouvelé tous les 12 mois sous réserve de suivi annuel pour un audit sur chantier. Si tout cela n'est pas respecté, l'organisme est en droit de suspendre et de retirer ou d'interdire l'accès au RGE. Ça veut dire que vous aurez des audits. Si pendant ces audits, il y a des choses qui ne sont pas aux normes, si vous faites des installations qui ne respectent pas le cahier des charges du label RGE ou de la quali-PV, eh ben, ils peuvent vous retirer le fameux label RGE. En conclusion, la qualification RGE et quali-PV est indispensable pour toute entreprise qui souhaite mettre en avant son engagement pour la protection de l'environnement et son expertise dans la réalisation des installations solaires photovoltaïques. L'obtention de la qualification est utile pour permettre aussi aux futurs clients de bénéficier des avantages de cette qualification dans le cadre de la rénovation énergétique. Et là, nous allons parler de bénéfices financiers, notamment pour permettre à votre client d'obtenir des aides financières de la part de l'État. Il y a des entreprises qui n'ont pas d'ingénierie de quali-PV, ils font des installations solaires photovoltaïques, mais ils ne permettent pas aux clients de bénéficier de ces aides et aussi du tarif d'achat. Passons maintenant à la quali-PV. La quali-PV, c'est une qualification qui consiste à attester qu'une entreprise est qualifiée pour réaliser une prestation donnée. Cela permet notamment d'aider les clients à choisir une bonne entreprise. Les qualifications sont délivrées par des organismes de qualification comme Qualit et ENR et sont encadrées par la norme NFX 50091. Il faut savoir qu'il existe plusieurs qualifications que Qualitenaire peut délivrer, comme le Calisol, qui va être plus pour les équipements de chauffage ou fourniture d'eau chaude. Vous allez avoir CaliPV lié au photovoltaïque, Calibois, qui est tout ce qui est équipement de chauffage de production d'eau chaude sanitaire en fonctionnant au bois d'énergie, par exemple la biomasse, Calipac, Califorage, chauffage plus, ventilation plus, recharge électrique plus, etc. Donc, je vous laisserai lire et voir justement quelles sont les définitions de ces différentes qualifications. Ici, vous avez tous les sigles qui vous permettent aussi de les reconnaître visuellement. Et il faut savoir que la qualification Califorage, elle est plus délivrée depuis 1er juillet 2024. Bon, je vous laisserai lire, de toute façon, vous verrez bien. Ici, nous allons nous focaliser sur les quali-PV, parce que c'est celles qui vont entourer tout ce qui est lié à l'énergie solaire photovoltaïque. Et à l'intérieur, vous avez quali-PV 36, quali-PV 500 et quali-BAT. Nous allons voir après à quoi correspondent ces différentes qualifications. Alors, voici les différentes certifications du quali-PV. Il faut savoir que vous pouvez tous les cumuler sans problème. Alors, nous allons la quali-PV BAT, qui elle est non RGE. C'est une attestation qui va attester la capacité d'une entreprise à intégrer au bâti et en surimposition tout système photovoltaïque raccordé au réseau. Donc là, si vous voulez vous spécialiser dans les installations solaires en intégré au bâti, eh ben, c'est la quali-PV BAT qu'il faut avoir. Mais attention, les installations intégrées au bâti se font de moins en moins. Donc, ce sont des intégrations qui ont posé beaucoup de problèmes, notamment d'étanchéité. Et surtout, ça ne permet pas aux panneaux solaires de pouvoir être correctement ventilés. Donc, il y a forcément une baisse de production. Après, vous avez la CaliPV 36, qui, elle, va tester la capacité d'une entreprise d'installer la partie électrique d'un système photovoltaïque raccordé au réseau électrique d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. Et vous avez la CaliPV 500, qui est pareil que la 36, sauf que là, vous pouvez monter jusqu'à 500 kVA. En conclusion, en tant qu'entreprise, vous devez d'avoir la RGE et la CaliPV, afin de pouvoir notamment avoir les formations requises pour pouvoir faire des installations solaires qui respectent toutes les normes, et de plus pour faire bénéficier à votre client du tarif d'achat et des aides de l'État. Sans sans ce label et cette qualification, vous ne pouvez pas faire bénéficier de tous ces avantages à vos clients.
Donc, ce sont des qualifications et un label qui est aussi gage de professionnalisme, hein, parce que le fait de l'avoir, ça vous permet justement de montrer à votre client que vous connaissez, que vous êtes un professionnel qui a toutes les compétences pour pouvoir faire cette installation solaire photovoltaïque. Donc, à obtenir. Commencez d'abord par la quali PV qui va vous permettre de pouvoir valider que vous ayez passé une formation pour pouvoir obtenir le RGE. Mais il faut savoir que pour passer à la quali PV, il faut quand même avoir un minimum de compétences. Une personne qui sort d'un tout autre secteur, ça sera assez compliqué pour elle d'obtenir la quali PV. Mais il faut savoir que la quali PV n'est pas une formation technique. C'est en 3 jours. En 3 jours, il n'est pas possible d'apprendre à faire une installation solaire photovoltaïque. La quali-PV, c'est une qualification qui vous permet de dire que oui, vous avez les compétences pour. Mais ce n'est pas une qualification qui va vous donner ces compétences-là. Donc, il faut faire attention, il faut le savoir. Si demain vous voulez vous lancer, faites d'abord une formation technique, une formation qui va vous apprendre concrètement le marché, comment, excusez-moi, qui va vous apprendre concrètement comment faire une installation solaire photovoltaïque, et ensuite passer la quali PV, et ensuite demander le RGE. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, et il ne faut pas essayer de directement avoir le quali PV sans que vous ayez fait déjà une installation solaire photovoltaïque ou sans que vous ayez fait au minimum une formation. Donc, c'est des choses à savoir, à ne pas négliger, parce qu'il arrive que certaines personnes veulent passer à la quali PV sans avoir touché un panneau solaire de toute leur vie. Et ben, techniquement, ben, c'est sûr qu'ils ne l'auront pas, ils ne l'ont pas. Et c'est des frais supplémentaires à mettre, car la quali PV est payante. Il faut le savoir. Donc, faites attention à ça et respectez les étapes. Maintenant, nous allons parler des coûts. Donc, il faut savoir qu'après avoir fait la visite technique et avoir fait le dimensionnement, qui sont des étapes qui sont indispensables à ne pas oublier, on doit établir un devis pour le soumettre au client, bien entendu. Pour l'établissement du devis, on doit prendre en compte un certain nombre de choses en fonction du type du système d'installation que nous allons faire. D'accord? Donc, l'établissement d'un devis pour un système d'autoconsommation doit comporter plusieurs sections. Les coordonnées d'entreprise, les matériels du système d'autoconsommation et stockage d'énergie s'il y a, les services et modalités de paiement, les primes d'autoconsommation, etc. Premièrement, il va falloir faire une en-tête. D'accord? Donc, vous allez mettre votre logo, l'adresse de l'entreprise, le numéro de devis, vous allez mettre le type de système d'autoconsommation. Bien entendu, chacun est libre de faire comme il veut. Mais là, c'est un exemple un peu pour vous aider pour l'établissement d'un devis. D'accord? Ensuite, pour le matériel. Donc, il va falloir, de façon légale aussi, parce que vous êtes obligé de mettre tous les détails du matériel que vous allez installer sur le devis. Ça, c'est une obligation au niveau de la loi. Donc, la description du matériel, vous allez devoir mettre la quantité, le prix unitaire, les taxes sur le matériel s'il y a. D'accord? Mais pour le matériel, vous devez absolument tout détailler. Là, par exemple, si on prend une installation de 3 kilos, eh ben, on dit qu'il va falloir mettre 6 panneaux solaires de DMEGC, monocristallin, avec le nombre de cellules, la puissance, s'il y a un câble ou pas, les dimensions, le rendement surfacique, la tension, la garantie. Donc vraiment, c'est un devis qui est vraiment détaillé. Il faut vraiment le détailler au maximum, parce que même au niveau des démarches administratives et du mensuel, vous êtes obligé de le faire. Donc, vous allez écrire aussi la puissance, c'est monophasé, triphasé, par rapport à l'onduleur. Est-ce qu'il y a un ou deux MPPT, combien d'entrées, etc. Quand on parle des points forts, ben, ça va être au niveau du rendement, au niveau du poids, etc., etc. Donc, vraiment, il va falloir tout mettre au niveau du matériel. Côté électrique aussi, si vous utilisez un coffret ACDC, un kit CPL, un Smart Power Sensor, etc., etc. Donc, vous voyez que là, nous avons détaillé tout le matériel que nous allons installer sur la maison du client. Bien entendu, à la fin, nous allons mettre le montant total. D'accord? Il faut savoir que si vous installez un kit complet en autoconsommation, vous mentionnez la liste de tous les matériels qui vont composer le kit, d'accord, et leurs caractéristiques. Le nombre de kits et le prix unitaire du kit, mais il n'y a pas besoin de détailler chaque
prix de chaque élément qu'il va y avoir dans l'installation PV. D'accord? Vous mettez le prix du kit, c'est terminé. Pas besoin de mettre que les panneaux solaires vont coûter tant, l'onduleur va coûter tant, les coffres ACDC vont coûter tant, etc., etc. Vous mettez le prix complet du kit et un prix total terminé. Après le matériel, nous allons voir les services. Donc, quels sont les services que vous proposez? Notamment la manœuvre, donc la pose du système. Il va y avoir l'enlèvement des déchets. Vous pouvez très bien aussi facturer tout ce qui est enlèvement des déchets. La déclaration préalable, le raccordement, tout ce qui est démarche administrative, facturer ça. Vous pouvez facturer aussi la mise en place d'un échafaudage, le balisage, etc. ou tout ce qui est petit matériel. Donc ça, c'est les services que vous pouvez facturer aux clients qui permettent justement de venir compléter le coût du kit. Bien entendu, si vous êtes une entreprise, je vous conseille de facturer tous les services que vous proposez. Après, vous pouvez très bien offrir certains services, mais ça va dépendre aussi de votre trésorerie, dépendre de la vision que vous avez au niveau de votre entreprise. Mais chaque service doit être facturé. S'il y a du stockage, eh ben pareil, hein, vous devez mettre ici toutes les caractéristiques des batteries que vous allez installer. Soit des batteries de 5 kg, des batteries de 10 kg, 15 kg, peu importe. Vous devez les mentionner ici sans forcément rentrer dans les détails, mais s'il y a, mettez une case qui permet de déterminer l'option stockage, tout simplement. Ensuite, il y a les aides à l'État. Ça, pareil, c'est quelque chose qui est indispensable. Donc, vous devez dire sur le devis quelle sera l'aide ou la prime à l'autoconsommation que va bénéficier le client. Ça, c'est aussi obligatoire, que ce soit pour un kit de 3, 6, 9 kilos, etc. Et bien entendu, à la fin, vous mettez un prix total, tout simplement. Nous allons parler des fournisseurs. Pour les fournisseurs, il faut savoir que c'est une étape qui est indispensable, du moins le choix du bon fournisseur et du bon équipement. D'accord? Un mauvais choix sur votre fournisseur peut avoir des répercussions un peu plus compliquées sur vos futures installations solaires, soit au niveau du matériel, au niveau de la fiabilité de celui-ci. Il faut savoir qu'il existe beaucoup d'entreprises ou beaucoup de fabricants dans les systèmes solaires photovoltaïques, du moins dans les équipements PV. Alors, il existe beaucoup de fabricants de systèmes et d'équipements solaires photovoltaïques. Il y en a qui sont un peu plus connus que d'autres. D'autres qui ont, on va dire, du matériel un peu plus haut de gamme que d'autres, mais il en existe beaucoup. Là, je prends des exemples comme Vitroénergie, SMA, Fonus, Enphase, OPEC, Ultracell, Pilantec, Trina Solar, Growatt, et j'en passe. Mais le choix va vous appartenir de choisir un équipement que de une vous allez maîtriser pour l'installation et un équipement aussi qui a un bon rapport qualité-prix parce que vous aussi dans votre aventure d'entreprise d'installation solaire PV, il faut quand même gagner un minimum d'argent et surtout avoir des installations solaires qui sont viables et fiables surtout. Donc, il faut faire la différence entre les fabricants ou les fournisseurs et les distributeurs. D'accord? Vous pouvez directement passer par un fabricant ou un fournisseur pour vos équipements, mais dans la plupart du temps, vous allez passer par des distributeurs. Donc, dans les distributeurs, vous allez avoir MyShop Solar, Oscao, Power Group, Yes Electric, etc., etc. Tout ça, ce sont des distributeurs qui permettent de distribuer les marques des fabricants et des fournisseurs. Donc, pour le choix d'un fournisseur, vous avez plusieurs critères à respecter, ou du moins à suivre. C'est ce que je vous conseille. D'abord, la qualité des produits. Savoir aujourd'hui qu'est-ce que ces produits valent sur leur utilisation à long terme surtout. D'accord? Faites en sorte d'avoir des retours sur matériel, d'avoir des retours des clients, d'avoir des retours d'autres confrères, hein, tout simplement, qui vous diront clairement si cette marque est bien par rapport à l'autre. Certification et normes. Vérifiez que les fournisseurs aient toutes les certifications et toutes les normes qui permettent justement de pouvoir vendre ce matériel sur le territoire français. Ensuite, la durée de la garantie, qui est aussi important.
Plus la garantie est longue, plus vous savez que s'il y a un problème plus tard, bah, vous allez pouvoir avoir un support de réparation ou autre. Le respect des délais de livraison, super important. Si demain vous dites à votre client, bon ben la semaine prochaine je viens tel jour pour pouvoir faire l'installation solaire, et si votre fournisseur vous dit, bon ben moi je pourrais te fournir que dans 3 semaines, ça risque d'être compliqué. Donc le respect des délais de livraison est super important, surtout pour des installations PV où vous êtes en flux tendu pour la plupart du temps. Les prix, bien entendu, hein. Voyez ce qu'ils proposent. Faites aussi jouer la concurrence, clairement, pour pouvoir voir un peu les prix les plus compétitifs. Mais attention, les prix bas ne veulent pas forcément dire mauvaise qualité, mais attention, n'essayez pas de toujours avoir les prix les plus bas parce que malheureusement, vous pouvez avoir des surprises et tomber sur du matériel de mauvaise qualité. Et cela peut vous coûter 2 fois plus cher. Ensuite, vous avez la proximité géographique et la réactivité, hein. Plus vous allez prendre un fournisseur qui est loin, ben, plus s'il y a un problème, ça risque d'être compliqué de se déplacer, aller voir avec lui, etc. Si vous prenez un fournisseur qui est à quelques kilomètres de votre entreprise, mieux c'est. Parce qu'en cas de problème ou autre, tout de suite, il peut y avoir une réactivité. D'accord? Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a le service après-vente, hein, parce que pour avoir un fournisseur qui a du super matériel, mais si le service après-vente n'est pas là en cas de problème au niveau du matériel, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes sur vos installations PV. Après, il y a l'assistance technique hein, qui va de pair avec le service après-vente parce que, admettons que demain, vous avez l'habitude de travailler avec, je sais pas, des onduleurs de la marque Huawei. Si Huawei décide de sortir un nouvel onduleur, ben, il peut avoir des spécificités un peu différentes des précédents. Il peut avoir un réglage un peu différent et c'est que l'assistance technique qui va vous permettre de pouvoir bien faire la configuration et l'installation de celui-ci. Après, ben, tout ce qui est facturation et conditions de paiement. Il faut voir, est-ce qu'il faut payer comptant, est-ce que vous pouvez payer à 30 jours, etc., etc. Tout ça, c'est des choses à négocier. Surtout, n'hésitez surtout pas à négocier et faire jouer la concurrence dans le choix du fournisseur. Et je vous conseille de prendre plusieurs fournisseurs ou plusieurs distributeurs. Parce que s'il y en a un qui est en rupture de stock, vous avez toujours un autre qui vous permet de pouvoir récupérer du matériel. Donc, je vous conseille d'avoir au moins 3 fournisseurs ou 3 distributeurs d'équipements PV. Maintenant, les erreurs à éviter pour le choix des fournisseurs. Il est important d'éviter certaines erreurs comme faire son choix basé uniquement sur l'appréciation. Ne faites pas de jouer avec les sentiments. Ne vous dites pas, ah, j'aime bien cette marque, donc je vais installer cette marque. Cette marque peut être votre pire cauchemar. Donc attention. Ne pas tenir compte de la réputation du fournisseur. Parce qu'il peut avoir une certaine réputation au niveau du grand public, mais si on prend cas par cas, ça peut être autre chose. Donc faites attention. Se baser uniquement sur les prix des équipements sans tenir en compte de la qualité des équipements. Ça va de pair. Si vous essayez d'avoir des prix moins chers, moins chers, moins chers, moins chers, ben forcément, à un moment donné, ben c'est la qualité des équipements qui va avoir un souci. Ne pas vérifier que vous allez vous approvisionner chez un fournisseur principal et non un distributeur. Un distributeur revend des équipements pour faire une marge, pardon. Si vous avez aussi l'intention de revendre des équipements, vous ne serez pas compétitif sur le marché. Ça veut dire mieux vaut aller chez un fournisseur plutôt qu'un distributeur. Parce que forcément, le distributeur va se fournir chez le fournisseur et il va mettre sa marge. Vous, si vous voulez utiliser du matériel du distributeur, vous allez devoir mettre votre marge. Donc, vous allez devoir rogner sur cette marge-là. Donc, essayez d'aller directement chez les fournisseurs et les fabricants. Ne pas faire d'études de marché. Donc ça, à vous risquer péril. Hein. Faites des études de marché. Allez voir plusieurs fournisseurs, plusieurs distributeurs. Qu'est-ce que vous proposez à tel prix et vous voyez où vous fournissez. Évitez aussi d'aller acheter un câble MC4 à droite et le connecteur MC4 à gauche. Essayez de tout acheter chez le même, si possible. Ce qui vous permet justement d'avoir une bonne continuité de service derrière sur le matériel et se focaliser sur un seul fournisseur en cas de rupture de stock. Chez le seul fournisseur que vous avez, eh ben, vous risquez d'avoir des problèmes sur l'approvisionnement. Donc, ayez-en toujours plusieurs. D'autres erreurs aussi à éviter, hein, ne pas tenir en compte de votre capacité financière. Faites attention, certains fournisseurs exigent une somme minimale que toute entreprise qui souhaite être distributeur doit débourser pour s'approvisionner en équipement. C'est-à-dire qu'il y a des distributeurs qui vont dire, ben, moi, il faut que vous achetez tous les mois un minimum de temps pour que je sois votre distributeur, votre fournisseur. Ne pas avoir les avis des professionnels dans le même secteur d'activité avant de faire le choix. Donc, si vous allez chercher des avis,
prenez des avis des personnes qui ont déjà fait des installations solaires. Allez pas prendre des avis d'une personne qui est dans un autre secteur. Clairement, ne faites pas ça. Ne pas prendre connaissance des tenants et aboutissants de la signature d'un contrat avec le fournisseur. Faites lire le contrat par un avocat. Faites-le. Ça va peut-être vous coûter un coût, hein, mais qui va pas être énorme, ça va pas être des milliers de cents, mais faites-le relire par un avocat qui vous donnera des conseils, qui vous dira exactement ce qu'il en est et ce qui vous en coûte de signer ce contrat. Ignorer les cas réels dans lesquels les fournisseurs remplaçaient l'équipement défectueux pendant la période de garantie. Une garantie est valide uniquement dans certaines conditions. Il est important d'en prendre connaissance. Vérifiez ça aussi. Quelles sont les garanties ou quelles sont les conditions qui permettent de prendre en charge la garantie quand il y a un problème. Ignorer le nombre d'années d'existence du fournisseur, hein, ça c'est une erreur, hein. Un fournisseur qui vient d'arriver sur le marché, bah forcément, il faut être un petit peu plus regardant qu'un fournisseur qui est là depuis 20-30 ans. Se focaliser uniquement sur les fournisseurs locaux. Vous pouvez avoir des fournisseurs externes qui offrent des avantages de qualité-prix qui sont beaucoup plus avantageux pour vous. Tout à l'heure, je parlais de proximité, mais si demain vous avez l'occasion d'avoir un fournisseur qui est un peu plus loin avec des prix un peu plus compétitifs, mais qui respecte des délais, pourquoi pas. Donc tout ça, en fait, c'est tout des petites choses mis à bout qui vont faire que vous allez choisir tel fournisseur ou tel distributeur. Donc faites attention à ça.
suis pris l'eau. Je suis trempée. J'ai essayé de m'arrêter partout où je pouvais.